Bonjour à tous, je m'appelle Aliénor et voici Étienne. On est tous les deux stagiaires au sein de l'Alliance française de Borska Bistritza. Et aujourd'hui, Étienne va vous parler de l'Occitanie dans le cadre de la Journée européenne des langues. Ok, donc bonjour à tous, je vais vous présenter l'Occitanie. Donc on va découvrir cette région et cette langue unique. Donc du point de vue géographique, il y a le linguiste Alain Rey qui définit l'Occitanie comme étant les territoires où l'on parle tous les dialectes de la langue d'oc. Ok, est-ce que tu pourrais me citer plusieurs dialectes de cette langue d'oc? Oui, par exemple, on va retrouver le languedocien, le béarnais. Et donc tous ces différents dialectes forment ce qu'on appelle la langue d'oc, en opposition avec la langue d'oïl qu'on retrouve dans le nord de la France. Et ensuite, en 1539, il y a eu une ordonnance qui s'appelle de Villers-Cotterêts qui impose la langue d'oïl au niveau des institutions. Et au fur et à mesure des années, la langue d'oïl va se transformer pour donner le français actuel. Et pour parler de l'occitan, on parlait encore occitan dans les familles jusque dans les années 50 à 70, mais maintenant cette langue a quasiment disparu. Par exemple, moi, mes grands-parents parlaient à la maison occitan et à l'école, ils apprenaient le français. Donc là, c'est une carte géographique de l'Occitanie. En jaune, vous voyez l'Occitanie historique, donc qui remonte jusqu'au Massif central et qui va jusque dans le sud-est de la France. Et aujourd'hui, administrativement, quand on parle de l'Occitanie, on parle des deux anciennes régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et la partie en bas à droite que vous voyez, c'est la partie de la Catalogne française, vers Perpignan. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la langue d'oïl s'est transformée pour former le français actuel, mais on retrouve actuellement dans le français aussi des apports de l'occitan. Je peux vous citer quelques mots, par exemple le mot boulevard vient de l'occitan bolvarda, qui veut dire rempart. On va aussi avoir cagoule, qui vient de l'occitan cagola, ou encore par exemple pastèque, qui va venir de l'occitan pasteca. On va finir avec fenouil, qui vient de l'occitan fenouil. Ensuite, par exemple, encore dans les années 90, dans le sud-est de la France, on entendait beaucoup d'anciennes personnes parler français en roulant les R. Et ça, c'est une trace de l'occitan, car ils parlaient occitan quand ils étaient petits. Aujourd'hui, on entend de moins en moins de personnes dans la région de Toulouse parler en roulant les R. C'est quelque chose qui a quasiment disparu. Une autre expression qui vient de l'occitan, ça peut être par exemple à la bonne franquette, qui veut dire simplement sans façon, et qui viendrait du sud, avec le mot franc qui aurait comme sens sincère. Pour continuer de parler de la langue, je vous ai mis deux photographies de deux manifestations qui ont lieu à Toulouse. La première manifestation à gauche, qui est une manifestation où les manifestants réclament une meilleure préservation de la langue occitane. Et sur la photo à droite, c'est une manifestation des enseignants de langue occitane suite à la réforme de Jean-Michel Blanquer qui a pour conséquence d'affaiblir les langues régionales partout en France. Ok, et par exemple, combien d'élèves à peu près apprennent l'occitan? Actuellement, il y a environ 40 000 élèves qui apprennent l'occitan et dont à peu près 13 000 dans des cursus bilingues français-occitan. D'accord. Pour finir avec la langue, ça c'est l'hymne officiel du TFC. Le TFC, c'est le club de football de Toulouse. Et l'hymne du TFC est le seul hymne en occitan en France. Et l'hymne parle d'une chanson d'amour. L'hymne s'appelle le Se canto que canto. Et par exemple, le refrain, ça donne s'il chante, qu'il chante. Il ne chante pas pour moi, il chante pour mamie, qui est loin de moi. Et on peut traduire en occitan par Se canto que canto, canto per you, canto per mamio, que salen de you. On voit que l'occitan est assez proche du français et de l'espagnol. Et pour finir, les dernières traces d'occitan qu'on retrouve encore par exemple à Toulouse, ça va être dans le métro avec les annonces des stations qui se font en occitan
Par exemple, pour dire station suivante, place du Capitole, on va entendre Station Venanta Capitoli. Et aussi à Toulouse, on va retrouver la présence de l'occitan au niveau des noms des rues, avec le nom de la rue en occitan et le nom de la rue en français. Donc là, je vais vous faire une petite présentation touristique sur les différentes villes et les différentes régions de l'Occitanie. On va commencer avec Toulouse, la ville rose, avec la place du Capitole qui est très connue. Toulouse est aussi très connue pour les violettes, qui sont le symbole de la ville, et pour un chanteur des années 80-70 qui s'appelle Claude Nougaro, qui a notamment fait une chanson au Toulouse. Ensuite, je vais vous parler rapidement du Lot-et-Garonne, avec comme préfecture Agen, qui est connu pour les pruneaux d'Agen, et pour un chanteur aussi des années 70 qui s'appelle Francis Cabrel, qui est assez connu dans le monde. Ensuite, je vais vous parler de Albi et le Tarn. Le Tarn est très connu notamment pour les gorges du Tarn, et Albi est très connu pour sa cathédrale qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Albi est une ville située à 80 km au nord-est de Toulouse. Ensuite, le Gers. Le Gers, c'est un petit peu la Toscane française. Le Gers est connu pour les élevages de canards. Et aussi connu par exemple pour des fêtes comme les férias de Vic-Fezensac, où il y a la traditionnelle corrida. Enfin, les Pyrénées. Les Pyrénées font la frontière entre la France et l'Espagne. Il y a différents types de Pyrénées. Du côté des Pays Basques, ça va être les Pyrénées-Atlantiques, et du côté de la région de Perpignan, ça va être par exemple les Pyrénées-Orientales. Et par exemple dans la région de Lourdes, ça va être les Hautes-Pyrénées. Lourdes est très connue pour son pèlerinage. C'est la deuxième ville la plus visitée de France. Et son pèlerinage est parmi l'un des plus connus au monde. Et par exemple, ici, on a Banská Bystrica, et on va voir à côté en Pologne Częstochowa, qui est aussi un pèlerinage très connu. Et voilà, les Pyrénées, c'est très connu pour faire des randonnées ou du ski. Pour les amateurs de train, il y a aussi le train jaune, qui est un train historique et touristique, qui passe dans la région des Pyrénées-Orientales. Et je vous conseille de le faire. Ensuite, on va voir l'Aveyron. L'Aveyron, là, je vous ai mis une photo. Le paysage que vous voyez, c'est les plateaux de l'Aubrac. C'est un peu un paysage unique en France. Ça ressemblerait à des steppes. Des villages très connus comme Rocamadour, ou encore une des vaches de l'Aubrac, enfin la race Aubrac, qui est originaire de l'Aveyron. Et en bas à droite, je vous ai mis une photo du musée Champollion, qui est situé à Figeac, c'est dans le Lot, mais c'est à côté de l'Aveyron. Et Champollion est le premier Français à avoir décodé les hiéroglyphes. Donc c'est un musée aussi à faire. Là, je vais vous parler d'une spécificité de l'Aveyron. Il faut savoir qu'au XXe siècle et au XIXe siècle, l'Aveyron était une des régions les plus pauvres de France. Donc il y a eu des Aveyronnais qui sont partis vivre en Argentine afin d'avoir un meilleur avenir. Et ils ont créé dans une ville à 500 km au sud de Buenos Aires, dans la Pampa, une ville qui s'appelle Pigüé, qui a donc été fondée par des Aveyronnais. Et aujourd'hui, cette ville compte environ 13 000 habitants. Et comme vous voyez sur les photos, un journaliste est venu faire différentes photos de Pigüé. Là, c'est des photos historiques. On peut voir les fondateurs de la ville. Ils étaient au début 250 Aveyronnais. Sur la photo en droite, vous pouvez voir une fresque de l'Occitanie que l'on retrouve à Pigüé. À Pigüé, par exemple, on retrouve encore des traces de la présence des Aveyronnais, comme le monsieur sur la photo à droite, ou encore le garage que vous voyez en bas à gauche, qui s'appelle Aveyron. Pour faire un petit peu le lien avec l'Alliance française de Banská Bystrica, on va retrouver à Pigüé une alliance française historiquement liée à la création de la ville par les Aveyronnais. Et par exemple, en octobre 2024, ils ont célébré la fête de la Ligo dans la ville de Pigüé en Argentine, pour faire le lien entre la Ligo, un plat originaire d'Aveyron, et les Aveyronnais qui ont créé la ville.
On va parler maintenant gastronomie. Du coup, au niveau gastronomique, on va retrouver par exemple l'aligot qui est originaire d'Aveyron et d'Auvergne, qui est une purée de pommes de terre avec du fromage. On va retrouver aussi la truffade, qui est un plat à base d'écrasé de pommes de terre et de fromage. On va retrouver deux types de fromage, comme le roquefort et le cabécou ou le rocamadour. Et enfin, un plat typique de l'Occitanie, c'est le cassoulet, qui est plutôt originaire de Castelnaudary, donc dans la région de Carcassonne. Le cassoulet, c'est un plat à base d'haricots, de viande et de sauce tomate. On va aussi retrouver, comme en Slovaquie, beaucoup de canards, que ce soit du confit de canard ou du magret de canard. La photo en bas à gauche, ça va être des tiels, c'est une spécialité de la ville de Sète. Ce sont des feuilletés à base de poisson et de sauce tomate. Et en bas à droite, vous avez la garbure tarbèze, qui est une sorte de pot-au-feu avec des haricots blancs. On va passer à la partie sport en Occitanie, donc tout d'abord avec le football. Donc on a souvent tendance à dire que le rugby est le sport le plus populaire dans le sud-ouest de la France, mais c'est pas forcément vrai parce que quand on compare le nombre de licenciés, il y a plus de licenciés inscrits pour du football que pour du rugby dans le sud-ouest. Et on va retrouver notamment le club de Toulouse, le Toulouse Football Club. Le tifo que vous voyez à gauche, c'est le tifo qui a été créé par les supporters du TFC lors du derby contre Montpellier. Montpellier qui est l'autre grande ville de l'Occitanie. Donc ça montre un certain attachement encore à l'Occitanie présent à Toulouse. Et voilà, pour information, il y a un nouveau joueur du TFC qui s'appelle Mario Sauer et qui est un ancien joueur de Gnila, tout proche de Banská Bystrica. Il y a deux autres clubs en Occitanie, notamment le Rodez Aveyron Football, et un autre club qui est très peu connu, qui s'appelle l'Usenac Aveyron Football, qui est un club d'un village de 800 habitants, qui ont fait l'exploit de monter en Ligue 2 en 2012. Et pour moi, c'est l'un des plus grands exploits du football français. Et ce club est situé en Ariège, donc dans le sud de Toulouse, proche des Pyrénées. Notamment l'un des actionnaires de l'Usenac est Fabien Barthez, l'ancien gardien de l'équipe de France, qui est originaire de Lavelanet dans la région. Et enfin, je vais vous parler de l'équipe de foot d'Occitanie, donc qui est une équipe de foot non officielle, dont les participants, que ce soit l'équipe féminine ou l'équipe masculine, est représentée par des personnes qui sont nées en Occitanie. Et l'équipe de foot d'Occitanie, qui est donc une équipe non officielle, participe à la CONIFA. La CONIFA, c'est la Coupe du Monde des équipes non officielles, non reconnues par la FIFA. Et pour faire le lien avec la Slovaquie, on va retrouver par exemple d'autres équipes comme le pays Sicule en Roumanie, les Magyars de Transcarpathie en Ukraine, ou encore les Magyarophones du sud de Slovaquie. On va aussi retrouver d'autres équipes, par exemple les Cornouailles en Angleterre, ou encore les Samis pour la région de la Laponie. Et donc l'Occitanie participe chaque année à cette Coupe du Monde des équipes non reconnues par la FIFA. Et on va finir avec le rugby. Donc le rugby est un sport très populaire dans le sud-ouest et en Occitanie, notamment avec le Stade Toulousain. Et au niveau des deux divisions, donc le top 14 et la Pro D2, on va retrouver des clubs très connus comme donc le Stade Toulousain, la section paloise dans le Béarn, l'USAP dans le sud-est et le club de Montpellier. Et au niveau de la Pro D2, donc la division 2 du rugby, on va retrouver aussi des clubs occitans comme Colomiers dans la banlieue de Toulouse, Montauban, Béziers ou encore Mont-de-Marsan. Après la présentation d'Étienne sur le sud de la France et l'Occitanie, on va remonter dans le nord avec Elisa, une autre stagiaire de l'Alliance française de Banská Bystrica, qui va nous parler des cimetières militaires dans sa région. En effet, donc j'ai grandi dans le nord de la France, dans la ville d'Arras, et j'ai passé mon enfance entourée des souvenirs de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.
parce que partout dans les villages autour de chez moi, on trouve de nombreux monuments aux morts. À Arras, on a aussi les carrières Wellington, qui sont liées donc à l'histoire de la guerre, mais aussi de nombreux cimetières militaires. Et en 2014, j'avais 10 ans pour le centenaire de la guerre, et nos écoles ont décidé donc de nous emmener dans de nombreuses commémorations, dont je me souviens très bien. Plus tard, je me réintéresse à l'histoire de ma région pendant les grandes guerres parce que je mène un projet autour de la mémoire des déportés. Et donc, je m'intéresse donc à la mémoire des déportés du nord de la France. Et au final, cette période de l'histoire continue à me poursuivre depuis l'année dernière parce que l'année dernière, je décide de préparer un marathon. Et pour varier mes sorties qui sont de plus en plus longues et de plus en plus complexes en course à pied, je décide de visiter tous les cimetières militaires qui sont proches de chez moi. Donc je vais vous parler un peu du contexte, de pourquoi on a autant de cimetières militaires et autant de lieux de commémoration dans le nord de la France. Il faut savoir que la Première Guerre mondiale a eu un impact très important dans le nord de la France. C'est la guerre des tranchées qui s'installe pour la première fois dans le nord de la France avec l'invasion de l'Allemagne qui passe par la Belgique, puis l'occupation, la mobilisation, et le nord de la France est le lieu de grandes batailles dans ma région liées à la guerre des tranchées. Donc tu nous parles de grandes batailles, mais est-ce que tu peux en évoquer certaines plus précisément qui ont impliqué des soldats du Commonwealth ? Alors oui, je vais vous parler de 2 batailles en particulier. Il y a une bataille qui est très connue, qui est plutôt une bataille de la Somme, mais la bataille de Verdun, qui a été très importante parce que c'est l'une des plus longues batailles de la Première Guerre mondiale. Elle commence le 21 février et elle se termine le 18 décembre 1916. Et elle fait depuis plus de 300 000 morts. Et aujourd'hui, elle est célébrée autour du monument de l'ossuaire de Douaumont, qui est un monument, donc un ossuaire, où on retrouve les ossements de plus de 130 000 combattants français et allemands, mais aussi des combattants du Commonwealth qui n'ont jamais été identifiés. Et en face de cet ossuaire, il y a également une nécropole nationale, où là, il y a 16 000 Français qui ont été identifiés et enterrés devant. Ce qui est aussi impressionnant avec Verdun, c'est que les batailles se sont faites également entre des villages, et ces villages n'ont jamais été reconstruits. Aujourd'hui, c'est des villages fantômes qui ont complètement disparu, et il y a seulement l'emplacement des rues qui sont indiquées par des petits panneaux ou des pancartes, qui permet de voir que ce territoire a été complètement détruit. Et le paysage s'en ressent encore aujourd'hui parce qu'il est complètement bossu. On voit encore les traces de tous les obus dans cette région. C'est assez impressionnant pour les personnes du Commonwealth qui viennent visiter pour rendre hommage, de voir ce territoire encore marqué des années après, plus de 100 ans après, par la guerre. Cette bataille de la Somme, elle a beaucoup marqué le Commonwealth parce que le 1er juillet 1916, c'est le premier jour de l'offensive, et l'armée britannique, elle subit plus de 60 000 pertes. Et en fait, c'est le jour qui sera le plus meurtrier dans l'histoire militaire britannique. Et en fait, c'est une bataille qui s'est déroulée en France, dans la Somme. Ensuite, il y a une autre bataille qui est assez emblématique, c'est la bataille d'Arras. Donc Arras, c'est ma ville d'origine. Et ce qui est impressionnant, c'est les carrières Wellington. Alors, c'est des carrières qui ont été construites par des Néo-Zélandais, donc des soldats néo-zélandais qui ont creusé des carrières pendant des mois avant la bataille d'Arras. Et ces carrières, aujourd'hui, elles sont visitables, elles sont ouvertes au public. Et donc ces Néo-Zélandais, ils ont donc construit ces carrières en prévision de la bataille d'Arras, qui se déroule du 9 avril au 16 mai 1917. Et en fait, cette bataille, elle est très importante pour les soldats du Commonwealth, parce que donc il y a ces Néo-Zélandais qui ont construit les carrières pour abriter les troupes. Mais c'est aussi une bataille qui donne beaucoup de rôle aux Canadiens, à Vimy, sur la butte de Vimy, et aux Australiens à Bullecourt. Et en fait, d'ailleurs, le 9 avril, le premier jour de cette bataille, c'est le jour le plus meurtrier de la guerre pour l'armée australienne. Donc là encore, des pertes très importantes. Et aujourd'hui, pour célébrer tous ces soldats du Commonwealth, il y a un mémorial à Arras, près des carrières Wellington, avec un mur où est inscrit les 34 785 noms des soldats du Commonwealth qui sont morts dans la région et qui n'ont pas de tombe connue à Arras.
Évidemment, tout ça, c'est des batailles de la Première Guerre mondiale. D'accord, mais est-ce qu'on pourrait parler aussi un peu de l'impact de la Seconde Guerre mondiale? Alors oui, parce que si la Première Guerre mondiale a eu un impact très important avec la guerre des tranchées, la Seconde Guerre mondiale ne met pas la région en reste. En effet, c'est surtout au début et à la fin de la guerre que le nord de la France est très touché. En 1940, en mai 40, de nombreux soldats du Commonwealth, et particulièrement des soldats britanniques et canadiens également, sont évacués par la mer. Donc c'est plus de 330 000 soldats qui sont évacués par la mer. C'est un miracle de pouvoir sauver autant de soldats de l'invasion nazie. Et à Dunkerque, donc, il y a un mémorial qui là aussi commémore ces 4500 soldats inconnus du Commonwealth qui sont décédés pendant la débâcle de Dunkerque et dont l'identification n'a jamais été retrouvée, pour permettre aux familles de revenir et de célébrer tous ces soldats qui sont morts sur place. D'ailleurs, il y a un film qui a été fait sur la débâcle de Dunkerque, qui est un film de Christopher Nolan et qui a beaucoup participé à la mise en lumière des soldats du Commonwealth et des soldats britanniques et de leur impact sur la bataille du Nord. Alors aujourd'hui, tout ça c'est de l'histoire, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça soit vraiment terminé, parce qu'il y a un entretien de la mémoire qui continue à se faire. Il se fait notamment grâce à une association qui s'appelle la CWGC, la Commonwealth War Grave Commission, qui est là pour entretenir les cimetières militaires et particulièrement donc les cimetières du Commonwealth. Il faut savoir que cette commission, elle s'occupe de plus de 1,7 million de tombes donc de soldats du Commonwealth. Est-ce que l'on retrouve encore des corps et des bombes de l'époque dans la région? Alors oui, on estime qu'il y a entre 10 et 25% des munitions qui n'ont jamais explosé. Et du coup, des milliers sont retrouvés chaque année. D'ailleurs, ça reste assez dangereux. Et du coup, sur certaines zones, comme par exemple autour de Verdun, mais aussi autour du mémorial canadien de Vimy, c'est impossible de tondre manuellement. Et du coup, c'est des moutons qui sont répartis sur toute la zone pour éviter que les bombes explosent avec les ondes. Mais on retrouve aussi des corps et des éléments pour identifier des corps, par exemple des plaques qui étaient attribuées aux soldats. Et donc tous les ans, il y a des cérémonies avec des honneurs qui sont remis à des familles qui viennent parfois de très loin, comme du Canada ou de Nouvelle-Zélande, pour inhumer leurs proches et leurs ancêtres qui ont été retrouvés ou qui ont été identifiés. Donc on peut dire que le nombre de cimetières dans la région attire des familles, des touristes étrangers qui sont venus commémorer? Oui, complètement. Il y a vraiment un tourisme mémoriel. Alors c'est un tourisme qui est là depuis plusieurs années, mais qui s'est développé, par exemple, j'ai parlé du film Dunkerque. Ça a vachement développé le tourisme mémoriel à Dunkerque et autour de la bataille de Dunkerque. Mais c'est aussi présent avec le mémorial de Vimy, qui est très important dans le nord de la France, et qui commémore plus de 12 000 soldats. Et du coup, il y a pas mal de familles qui viennent, qui commémorent tous les ans, qui viennent déposer des coquelicots, qui sont l'emblème des soldats de la Première Guerre mondiale. Et en fait, il y a surtout des soldats, des familles britanniques, mais aussi des familles des Pays-Bas ou des familles belges, qui viennent parce qu'il y a une proximité aussi géographique. C'est plus compliqué pour les Canadiens de venir, mais il y en a quand même. Et d'ailleurs, les sites mémoriaux du nord de la France, qui célèbrent la Première et la Seconde Guerre mondiale, ils sont beaucoup plus visités par les touristes étrangers que les sites du reste de la France. Donc on sent qu'il y a vraiment une proximité avec les Britanniques qui est importante géographiquement. Et puis il y a toujours des événements autour des cimetières et des monuments de la commémoration. Alors par exemple, il y a une randonnée qui fait Arras-Lens tous les ans. Et cette randonnée, elle passe par Vimy. Et donc on fait le tour du bâtiment de la commémoration. Et il y a aussi un trail de 24 km qui se fait à cimetière de Lorette, parce que je vis dans le plat pays, vraiment une région avec pas beaucoup de dénivelé. Et Lorette, comme c'est une colline qui est en hauteur sur toute la ville, c'est parti pour organiser des trails. Et donc j'ai fait le trail l'année dernière. Et donc on passe dans le cimetière militaire où il y a plus de 40 000 corps qui reposent. Et il y a 2 ossuaires et il y a cet anneau de la mémoire qui a été inauguré par le président Hollande il y a quelques années et qui contient les 580 000 noms de tous les soldats qui sont tombés dans le nord de la France et dans la Somme pendant la Première Guerre mondiale.
Et ces noms, ils sont classés alphabétiquement. Et du coup, il n'y a pas de différence entre les soldats du Commonwealth, les soldats allemands et les soldats français. Il y a une sorte d'unité face à la mort et face à l'horreur de la guerre. Donc en fait, l'histoire de la guerre, elle est encore assez présente. Et je trouve que c'est important de continuer à en parler, de continuer à aller aux commémorations, aux cérémonies. D'ailleurs, je voulais finir par une petite citation que j'ai lue dans un livre de Laurent Binet, qui parle de la mémoire. Donc Laurent Binet, il écrit que ceux qui sont morts, et il leur est bien égal qu'on leur rende hommage, mais c'est pour nous, les vivants, que cela signifie quelque chose, avec elle je me construis, avec elle je me console, de l'importance de préserver la mémoire aujourd'hui dans le nord de la France. Alors maintenant, on retrouve Étienne pour un voyage au départ de l'embouchure du Danube. Donc je vais vous présenter le livre de Emmanuel Rubin, Sur la route du Danube. Donc c'est un livre qui lie à la fois la littérature française avec l'Europe orientale et la Slovaquie. Vous pouvez voir Emmanuel Rubin en photo et son livre Sur la route du Danube, qui a été paru en 2016 et qui a reçu le prix Nicolas Bouvier en 2019. Emmanuel Rubin est un ancien élève de l'École normale supérieure de géographie et il est aussi agrégé dans cette matière. Et il est actuellement écrivain et il est le directeur de la maison Julien Gracq, qui est située à Moges-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. Le sujet de son livre évoque son périple sur le Danube, un voyage de 4000 km qui a duré 48 jours. Et la particularité de son livre, c'est qu'il a fait l'itinéraire à contre-courant, c'est-à-dire non pas de la source à l'embouchure, mais de l'embouchure à la source. Il est donc parti de Odessa en Ukraine jusqu'à Strasbourg. Durant son voyage, il a découvert les steppes ukrainiennes, la Roumanie, les rives bulgares, les portes de fer serbes et les frontières hongroises. Son livre fait partie d'une suite européenne après la parution de son livre Les lignes des glaces, qui évoquait l'histoire d'un diplomate affecté dans les pays baltes. Donc son objectif, c'est d'explorer la géographie et l'histoire de l'Europe centrale et orientale en mettant donc au premier plan cette Europe de l'Est qui est plutôt méconnue chez nous en France. Les 60 chapitres sont distribués en 24 balkaniques, 24 germaniques et 12 périphériques. À présent, en fait, pour faire une petite présentation du livre, je vais vous donner des citations de la presse et des passages du livre que j'ai pu relever. Donc la presse cite le livre comme le fait que l'auteur est ouvert aux rencontres, à toutes ces vies minuscules qui s'égrènent sur ses rives. Il est attentif à l'infiniment petit, aux peuplades imperceptibles d'Élisée Reclus, comme à l'infraordinaire célébré par Georges Perec. Donc Élisée Reclus, c'est le plus grand géographe français, l'un des plus connus. Et l'infraordinaire de Georges Perec, c'est la notion, ça correspond au fait de s'intéresser aux choses de la vie quotidienne, aux choses futiles. Pour évoquer ce fleuve dont le long cours débouche au sud-est dans la mer Noire, il qualifie l'Europe de l'Est de véritable cœur battant de l'Europe. L'écrivain géographe Emmanuel Rubin lie sa grande passion pour cette géographie indissociablement liée à l'histoire avec sa passion du vélo. On va continuer avec une autre citation concernant la nourriture. L'effort du vélo provoque la fringale. Les plus danubiens des plats sont ceux à base de poisson et en suivant les rives, on collectionne des préparations diverses. En soupe, en friture ou en grillade, au four. Les cardasses ou guinguettes servent le poisson du jour. Le plus rare est un esturgeon danubien, le sterlet. La sociabilité des berges du Danube culmine avec les alcools de fruits en noms divers selon les variétés de prunes, cerises ou porc distillé. Dans la nuit tombée, les méandres du Danube forment le serpentin d'un alambic géant. Et là, on peut voir 3 photos de 3 plats typiques du Danube. Est-ce que tu pourrais nous parler de la spécialité qui est à droite, par exemple? Ok, donc la spécialité à droite, c'est un bourek. Un bourek, c'est un feuilleté à base de pommes de terre, de viande ou de fromage, typique des Balkans. Donc, dans le cas du Danube, c'est typique de Serbie. Et ça peut être aussi en Roumanie, on appelle ça une plachinte ou plachinte.
Ce qu'il y a au milieu, c'est la Bečelovka, c'est un alcool typique de Slovaquie. Et à gauche, c'est par exemple du poisson qu'on peut manger au bord du Danube. Une autre citation du livre, la vallée du Danube est un vaste bassin versant de la géohistoire où l'on peut suivre des sites à Tito, les rapports entre les parties de l'Europe et entre ce petit continent et son voisin asiatique. Ces rapports, dans la longue durée, furent plus conflictuels que consensuels, et depuis la fin de la guerre dite froide, ils se sont à peine réchauffés. Nos vélos parcourent des plaines où se sont heurtés pendant 2 millénaires de puissante cavalerie. Et comme photo d'illustration, j'ai choisi par exemple le mémorial Tito qui est situé sur les bords du Danube, car à l'époque de la Yougoslavie, le Danube faisait frontière entre la Yougoslavie et la Roumanie de Ceausescu. Une autre citation, cette fois-ci de la presse. En épilogue, le pied mis enfin à terre, à ciel reposé, l'auteur nous confie les réserves et les espoirs européens nés de cette expérience. Emmanuel Rubin propose de réécrire l'Europe. Le récit de son voyage nous a mené des séductions d'une Europe écartée mais survivante, pauvre et généreuse, à une Europe normalisée, suicifiée, selon l'auteur, c'est-à-dire prospère et crispée sur cet état. Donc là, la presse nous indique que Emmanuel Rubin compare deux Europes, une Europe de l'Est peut-être plus pauvre mais plus vivante, avec une Europe de l'Ouest plutôt morose, plus ennuyante, qui qualifie de suicifiée. Et comme photo d'illustration, j'ai pris par exemple le festival de la trompette de Guča en Serbie, ou encore des fêtes traditionnelles qui sont encore assez présentes en Slovaquie et qui ont disparu en Europe de l'Ouest. L'auteur évoque aussi la musique, il cite notamment Nemanja Nikolić, qui est un chanteur serbe avec son titre Dunav. Et avec Emmanuel Rubin, on va traverser les époques et traverser les pays, et il va évoquer différents types de musique. Donc, par exemple, on va passer du très connu le Beau Danube bleu de Johann Strauss à des groupes yougoslaves comme Juglupa, qui évoquent le Danube dans ses musiques. Ou encore les deux chanteurs serbes Blaž Pajic, qui évoquent Dunave Dunave, une musique à l'honneur du Danube. Et la photo d'illustration, c'est une photo du compositeur André Rieu lors d'un spectacle en Allemagne où il a rejoué le Beau Danube bleu. Autre citation de la presse, cette fois-ci encore. Le principal motif des extases géographiques d'Emmanuel Rubin est le Danube, hydronyme issu du sanskrit Danu, disant le flux ou le courant. Il change une dizaine de fois de nom le long de son cours, en gardant ce sens et ce son initiaux. La couleur de ses eaux varie selon d'infinies valeurs et nuances, avec des jeux de lumière. Sa largeur et ses formes, de l'étalement digité de son delta jusqu'au torrent de son haut cours, disent la part de sa nature. Les sociétés riveraines, sans le domestiquer complètement, ont établi des liens avec lui. Ses ressources et ses paysages irriguent des genres de vie danubiens. Les ponts qui le franchissent ont été et restent des manifestes techniques et politiques des enjeux mêmes, comme dans la dernière guerre balkanique. Donc, par exemple, il va évoquer dans son livre le peuple lipovène, qui est un peuple typique du Danube qu'on va retrouver du côté ukrainien ou roumain, qui est un peuple orthodoxe de vieux croyants. Et en fait, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il nous amène à découvrir des parties de l'Europe encore méconnues. Et quand on s'intéresse à ça, ça nous permet aussi d'ouvrir sur d'autres sujets, notamment avec les vieux croyants lipovènes. Moi, ça m'a fait penser à une partie d'Estonie que j'ai visitée, qui est l'Estonie orientale, où on peut aussi redécouvrir d'autres types de vieux croyants au bord du lac Peipsu, à l'est de l'Estonie. Donc là, c'est des photographies d'une visite de terrain de deux chercheurs, Ksenia Drodjevic et Jean Léonard, qui sont deux chercheurs qui ont étudié les vieux croyants d'Estonie. Et là, c'est différentes images, différentes photos de villages où on retrouve des églises orthodoxes dans ce courant vieux croyant qui est quasiment inconnu en France.
Donc pour moi, en fait, ce livre, il va permettre de s'ouvrir à une vraie diversité européenne qui est déjà existante, mais qui est inconnue et mise de côté. Notamment, par exemple, il va évoquer la Dobroudja. La Dobroudja, c'est une région transfrontalière entre l'Ukraine, la Roumanie et la Bulgarie. C'est une région de plaine avec une riche histoire. Et on va, par exemple, moi, par des recherches personnelles, j'ai pu voir qu'en Dobroudja, on va retrouver la plus grande steppe d'Europe. Et c'est aussi en Dobroudje, ou Dobroudja en roumain, qu'on va retrouver par exemple la grotte de Moville, qui est une grotte qui est totalement isolée du monde extérieur depuis un demi-million d'années et qui abrite une faune endémique qui est unique au monde. Donc ce roman nous permet vraiment de nous ouvrir à des régions inconnues. Il évoque aussi par exemple les Tatars d'Ukraine. Il évoque aussi les Gagaouze de Moldavie. Donc par exemple le Gagaouze, qui est une langue turcique qui est parlée par les Gagaouze, qui est un peuple turcophone et chrétien orthodoxe qui vit aujourd'hui, par exemple, dans le sud de la Moldavie. Donc là, vous avez une image de la région autonome de Gagaouzie dans le sud de la Moldavie. Donc c'est une langue turque, mais parlée en Europe. Et donc ses locuteurs sont des chrétiens orthodoxes. Et là, vous avez le drapeau Gagaouze et des photos avec des habits traditionnels Gagaouze. Emmanuel Rubin passe aussi à un passage sur la Voïvodine. Donc la Voïvodine, c'est le nord de la Serbie. Et bon, il va évoquer par exemple des villes comme Novi Sad, mais si on continue à faire des recherches sur la Voïvodine, on retrouve par exemple des liens avec la Slovaquie et l'Alliance française de Banska Bystrica, parce que vous allez retrouver en Voïvodine des villages ethniques slovaques, notamment Kopačica, qui est en fait, on va retrouver dans le nord de la Serbie la plus grosse diaspora slovaque au monde. Et donc ce livre nous permet de découvrir tous ces sujets assez inconnus. Il qualifie aussi la Voïvodine ou l'ancienne Pannonie comme étant la Mitteleuropa, qui est un terme géographique allemand qui désigne l'Europe centrale et qui est en fait un espace géographique de plaine où se sont mêlés au fur et à mesure de l'histoire hongrois, serbe, slovaque. Donc c'est aussi ce qui explique, par exemple en Serbie, une différence architecturale entre le nord de la Serbie, qui fait partie de la Mitteleuropa, et le sud de la Serbie, qui est beaucoup plus balkanique. Donc dans son livre, Emmanuel Rubin évoque aussi la Slovaquie, car comme vous le savez, le Danube passe en Slovaquie. Donc par exemple, concernant la Slovaquie, il va évoquer l'histoire des Swaps du Danube, le royaume des Avars, le château de Devin, le monument Pamatnik Sne Olopi, qui est le mémorial au cœur de l'Europe. Il va évoquer aussi le cartographe Sebastian Münster, ou encore l'ancien rideau de fer. Donc pourquoi ce livre est intéressant? Parce que c'est l'un des seuls livres de littérature française qui évoque aussi la Slovaquie. Bon là c'est une photo. Son livre a été traduit par exemple en serbo-croate avec le nom Ujdunav. Et en parallèle de l'ouvrage qu'on a découvert, est-ce que tu peux nous parler un peu du livre qui est affiché ici? Et du coup, ça c'est un autre livre qu'il a écrit 2 ans après, en 2018. Non, 1 an avant, pardon, qui s'appelle Au cœur de l'Europe. Et là aussi, c'est un traité sur l'importance de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et là, dans son livre, il remet en avant les anciens pays d'ex-Yougoslavie, qui qualifie comme étant le cœur de l'Europe. Pour finir, j'ai fait une petite ouverture. Emmanuel Rubin, comme vous l'avez compris, est un écrivain géographe, et c'est dans cette lignée qui s'inscrit avec d'autres auteurs français, notamment l'auteur Cédric Gras, qui est un géographe de formation, qui est aussi alpiniste, et qui, dans ses livres, s'intéresse aussi à l'Europe de l'Est et à la Russie. Pour faire un lien avec l'Alliance française, Cédric Gras a notamment créé l'Alliance française de Vladivostok et l'Alliance française de Donetsk. Donc si vous aimez Emmanuel Rubin, je vous conseille de lire aussi Cédric Gras. Et enfin, un autre auteur qui est très connu s'appelle Sylvain Tesson, qui est aussi un géographe de formation
et qui aujourd'hui est aventurier et écrivain, et qui lui aussi s'intéresse à l'Europe de l'Est, notamment avec son livre sur la Bérésina. Merci beaucoup de votre attention et merci à Elisa et Étienne pour leur présentation.